Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Alors, ça m'amuse oui et non. Ça m'amuse de regarder, de lire les déclarations des responsables politiques à propos des salaires. Vous savez que j'ouvre ce débat. Augmenter les salaires, est-ce que ça doit être une priorité nationale? C'est la question que je pose et le débat va être ouvert. Nous allons discuter comment faire. Mais j'ai lu des quantités de déclarations d'hommes politiques de tous bords ou de femmes politiques de tous bords nous disant il faut augmenter les salaires. Oui, c'est facile à dire. Il faut augmenter les salaires. Les responsables politiques le répètent souvent, mais comment ? Et quel salaire? Salaire du public, salaire du privé? Il faut bien distinguer comment ça fonctionne. On va expliquer tout cela. Quelles sont les solutions pour augmenter les salaires? Et on va se poser la question. Moi, je pense que c'est une priorité nationale. Je pense que derrière la réforme des retraites, il y a le coût de la vie, évidemment. On le voit d'ailleurs avec les grèves moins nombreuses. Pourquoi moins nombreuses? Parce que quand on fait grève, ça coûte cher et qu'il faut boucler les fins de mois. C'est évident. Il faut augmenter les salaires. Ça paraît évident. Il faut augmenter les salaires, mais en parallèle, il faut toujours se rappeler que le coût de la vie augmente sans cesse et que le reste à vivre diminue sans cesse. Le coût de la vie augmente sans cesse et le reste à vivre diminue sans cesse. J'aimerais avoir vos témoignages 0826 300 300 sur la question. Pour parler des salaires, avec nous Francis Dubrac, qui est entrepreneur, président de la société de travaux publics Dubrac. Vous êtes en Seine-Saint-Denis essentiellement, hein? Essentiellement. Travaillez dans toute la région parisienne. Combien de salariés? 400 salariés. Stéphane Peu, qui est député communiste de Seine-Saint-Denis. Tiens, c'est votre député. Si. Oui, on se connaît Bonjour, un peu. Stéphane Peu. Bonjour. Vous le connaissez? Bien sûr, on se connaît bien. Moi, je commence à être un ancien élu de ce département, parce qu'avant d'être député, j'ai été élu local, dans une ville. Local, dans une ville. Bien. À Saint-Denis. Et puis, on attend, à Saint-Denis. On attend Gilles Berset, qui est spécialiste du marché du travail, professeur à la Neoma Business School. Il va nous rejoindre dans un instant. Petit problème de taxi, mais rien de grave. Il sera là, évidemment. Bien. Un mot quand même, Stéphane Peu, sur ce qui s'est passé là. Vous êtes toujours membre de la NUPES? Je suis membre du Parti communiste français. Donc, qui est membre de la NUPES. Qui est dans cette coalition. Dans cette coalition, oui. Mais on n'en est pas membre. Hein. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas membre. J'ai qu'une seule carte, moi, aller au Parti communiste français. Voilà. Non, mais je sais qu'aujourd'hui, vous aimez bien vous distinguer. Non, c'est pas ça. Mais quand il y avait le programme commun, vous qui avez un peu de bouteille, quand il y avait le programme commun, je me souviens. Vous vous souvenez, donc, moi aussi. Donc il y avait le Parti socialiste, le Parti communiste, les radicaux de gauche, et nous étions ensemble dans l'union de la gauche, et il y avait chacun avec son identité, les uns communistes, les autres socialistes. Et la NUPES, c'est une coalition qui a été construite rapidement pour les élections législatives, qui regroupe 4 formations politiques, parmi lesquelles le Parti communiste, et moi je suis communiste. Liste autonome, communiste, aux européennes, vous y êtes favorable ou pas? Franchement, pour l'instant, on sort d'un congrès ce week-end à Marseille. On a un congrès qui a été une réussite. Une très grande réussite, oui. Et donc, on a décidé, pour l'instant, d'explorer les moyens de rassembler le plus largement possible. On n'a pas acté de décision sur liste tout seul. Vous êtes favorable ou pas? Moi, je pense qu'il faut se rassembler. On a fait une liste. Non, mais d'accord. Vous êtes favorable ou pas? Non, mais d'accord. Mais les communistes, ils ont eu des députés européens depuis que le Parlement européen existe. Jusqu'à la dernière élection, on a présenté une liste seule, conduite par Yann Brossa, qui a fait une campagne excellente. Mais campagne excellente qui ne nous a pas permis d'avoir de députés. Donc la question se pose, comment on s'affirme dans cette campagne européenne et comment en même temps on se donne tous les moyens de retrouver des députés au Parlement européen. Voilà, je peux pas... quand la décision n'est pas prise, je ne vais pas vous dire qu'elle est prise. On est d'accord, Stéphane Peu. Adrien Quatennens, réintégré au sein d'LFI, qu'en pensez-vous? Ça aurait été nous, ça n'aurait pas été fait. Voilà, il n'aurait pas été réintégré. Il n'aura pas été réintégré. Fabien Roussel l'a dit, d'autres chez nous l'ont dit. Voilà, il y a un acte qui n'est pas compatible avec l'engagement politique et surtout les responsabilités électives
qui sont celles d'un député. Dernière question à propos du Parti communiste et des propos de Fabien Roussel sur l'immigration. Il pense qu'il faut être plus dur sur les questions migratoires. Il faut mieux maîtriser les questions migratoires. Vous êtes totalement d'accord? Vous êtes élu de Seine-Saint-Denis. J'en ai beaucoup parlé avec lui hier après-midi parce que ses propos, vous êtes assez marrants, vous les journalistes, c'est-à-dire qu'il fait tout un discours sur les passoires qui sont devenues des frontières, s'agissant de l'évasion fiscale, s'agissant du dumping économique, s'agissant de la perte de souveraineté, de l'invasion des produits étrangers réalisés de n'importe quelle manière sur le plan social et environnemental et qui viennent concurrencer nos produits. Si on veut réindustrialiser la France et retrouver de la souveraineté, à un moment donné, il faut mettre des barrières aux frontières sur les produits et puis il faut mieux chasser l'évasion fiscale. Sur la question des flux migratoires, à partir du moment où vous êtes dans une nation qui est un espace démocratique de souveraineté, la question de savoir comment cette nation gère ses flux migratoires, bien évidemment, personne et jamais le Parti communiste a dit que c'était que tout devait être mais parce que je me souviens du Parti communiste d'Ivry sur Seine. Ouais, de Vitry. Vitry-sur-Seine, oui. Des bulldozers. Je suis un collab sur le... Des bulldozers. Oui, non, je dis ça comme ça. D'accord, mais moi qui suis élu de Saint-Denis depuis... de Seine-Saint-Denis, en même temps, il faut faire attention, parce qu'au moment où on parle de ça, vous avez 1200 personnes qui sont au milieu de la Méditerranée. Exact. Et qui ne savent pas où ils vont accoster, tous les pays se rejetant la responsabilité de le faire. C'est-à-dire, on peut avoir une politique de gestion des flux migratoires et en même temps une politique qui soit empreinte d'humanité. Humanité et fermeté. Oui, et puis comprendre dans quel monde nous vivons. Oui. Enfin, tout le monde dit que s'il y a 2 degrés d'augmentation du climat, vous avez environ, c'est des estimations, 1 milliard de personnes supplémentaires en exode à l'échelle de la planète. Donc, vous pouvez ériger tous les murs que vous voulez. Si on n'essaye pas d'apporter des réponses à ce qui sont les causes des migrations et de l'exode, eh ben, on se racontera des histoires et on racontera des histoires à nos concitoyens. Bien, nous allons parler, Gilles Berset nous rejoint, je rappelle, spécialiste du marché du travail, professeur à Neoma Business School, il est là, nous allons parler de l'augmentation des salaires. Est-ce petit tour de table, ensuite la pub et nous entrerons dans le débat, franchement. Petit tour de table, est-ce une priorité nationale, Stéphane Peu? Absolument, la première. Et la première avant tout? Avant tout, c'est vrai pour moi, mais c'est aussi ce que disent les Français. Bien, priorité nationale, Francis Dubrac, vous êtes entrepreneur. C'est un acte de management de prévoir les augmentations de salaire pour le bien-être des salariés et pour leur meilleure capacité au travail. Gilles Berset, priorité nationale? Mais ça doit être une priorité pour les partenaires sociaux. Vous voyez, c'est le rôle des partenaires sociaux que de négocier les salaires, et de déterminer les salaires au niveau des branches et des entreprises. Donc quand c'est possible, et c'est pas possible partout, oui, effectivement, il faut que ça se fasse. Et il faut que les syndicats soient présents pour porter cette revendication. Ils ont montré une capacité de mobilisation ces derniers jours et ces dernières semaines. À eux de la porter aussi sur cet aspect, sur la hausse des salaires. Bien, merci. Vous êtes là tous les trois. Le débat va s'engager juste après la pub. Il est 11h12. Jean-Jacques Bourdin. Bien, augmentation des salaires, priorité nationale. Nous avons lancé un petit sondage comme ça sur Twitter avec Félix Mathieu. Félix, où en est-on? Eh bien, c'est un grand oui à 90%, à 89% pour être précis sur Twitter. Priorité nationale. Vous entendez, priorité nationale. Ben évidemment, tout le monde est d'accord. Parce qu'au-delà de cette réforme des retraites, derrière la réforme des retraites, il y a le problème du coût de la vie. Et je le disais tout à l'heure, évidemment, le coût de la vie, ça devient dramatique pour beaucoup de personnes. J'attends vos témoignages. Tiens, Olivier sera là dans un instant avec nous. Les salaires réels sont beaucoup plus faibles qu'en 2019, avec la hausse des prix. Ça, c'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte. Alors, augmenter les salaires, faisons bien la différence entre les salaires
dans la fonction publique et les salaires dans le privé. Déjà, regardons ce qui se passe aujourd'hui. Dans la fonction publique, 5 600 000 agents de la fonction publique, il y a ce qu'on appelle un indice. Et cet indice, c'est l'État qui décide. La dernière augmentation date de juillet, je crois. Donc aujourd'hui, est-ce que l'État doit ou pas augmenter cet indice, revaloriser cet indice? Première question. Qui veut commencer? Gilbert Sette. Oui, alors quand on parle de revalorisation des salaires, il faut quand même porter le problème à un autre niveau. Un autre niveau, ça veut dire quoi? On vit une époque terrible avec ce que les économistes appellent une détérioration des termes de l'échange, c'est-à-dire que on paye plus cher à l'étranger ce que l'étranger nous vend, l'énergie. Qui doit payer? Qui doit payer ce prélèvement extérieur? Je vous prends de l'argent dans votre poche. Oui. Vous avez moins d'argent pour votre consommation. Qui doit payer ça? La réponse qui a été faite en France, et principalement, c'est nos enfants. Nos enfants, nos petits-enfants, via l'augmentation de la dette publique. Une réponse aussi qui est suivie en France, c'est que ça n'est pas les bénéficiaires de prestations sociales, puisque les prestations sociales sont indexées sur l'inflation. Une autre réponse qu'on a en France, c'est que ça n'est pas les salaires les plus bas, puisque les salaires les plus bas, le SMIC, est indexé sur l'inflation, et même sur une inflation qui est plus dynamique que l'inflation moyenne. Donc ce dont on parle, c'est la situation des salaires moyens et élevés, qui effectivement ont connu, là, une baisse de pouvoir d'achat. Alors, Gilbert Sette, on parle des salaires moyens et élevés, mais on parle aussi des salaires dans les branches professionnelles qui, malheureusement, avec l'augmentation automatique du SMIC, c'est très bien, l'augmentation automatique du SMIC, mais dans les branches, il y a des salaires qui sont moins élevés maintenant que le SMIC. Non. 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 C'est faux. Non, Francis Dubrac, c'est complètement faux. C'est vrai. C'est faux. C'est totalement faux. Ah bon, d'accord. Quand le SMIC dépasse un minima de branche, il est évident que les gens qui étaient payés à ce minima de branche bénéficient d'un supplément, d'un complément salarial qui amène leur rémunération. Mais il n'y a aucune augmentation automatique si augmentation du SMIC. Non, le SMIC est une disposition d'ordre public. Mais je sais. Donc personne ne peut être payé en dessous du SMIC. Voilà. Donc, si votre salaire, si le SMIC dépasse les minima de branche, eh bien, c'est le SMIC qui jouera et pas le minima de branche pour la rémunération des personnes qui étaient au minima de branche. Le problème du SMIC, c'est qu'avec un SMIC, on ne peut plus se loger aujourd'hui. Le député Peu connaît bien le logement mieux que moi, mais s'il faut 33% du salaire pour se loger, trouver un loyer qui correspond au tiers du SMIC, ça ne se trouve pas. Oui. Donc, pour moi, le SMIC n'est pas une référence. Moi, après, 15% des salariés sont au SMIC en France. On peut me parler de ce qui se passe à l'étranger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans ma cour tous les matins à 6h et quand je rencontre mes gars et qu'on discute du pouvoir d'achat et de l'augmentation, parce qu'il y a l'inflation générale, moyenne, et puis il y a l'augmentation sur les produits alimentaires qui aujourd'hui est de 13%. Donc il faut se rendre compte que pour acheter un kilo de farine ou un kilo de blé, c'est devenu très très cher. Donc à nous, chefs d'entreprise, et vous parliez des organisations syndicales, malheureusement, quand on est le matin dans sa cour, on est un peu tout seul, et les millions de chefs d'entreprise qui m'écoutent le savent, les décisions qu'on doit prendre, c'est un juste équilibre entre la santé de l'entreprise et l'augmentation des salariés, tout en motivant ces salariés pour que quand ils sont au boulot, ils n'aient pas la boule au ventre à se demander s'ils vont pouvoir le soir nourrir leurs gamins, mais continuer à bosser avec l'esprit un peu clair. C'est ça la vraie vie. Oui, mais Francis Dubrac, le SMIC augmente régulièrement. Pardon, mais moi j'ai pas vu de discussion ouverte dans les branches professionnelles pour l'augmentation des salaires. Vous me dites on passe au SMIC, on passe au niveau du SMIC. Quand on a un petit salaire dans une branche professionnelle, dans un métier... Non, je veux dire, ce qui se passe dans les branches professionnelles, c'est des négociations continues. Alors, les branches ont été déstabilisées, puisque pendant 10-12 ans, il n'y avait qu'une augmentation du SMIC. Au 1er janvier, l'inflation était très basse. Depuis 2 ans, on vit sur un autre rythme d'inflation. Je rappelle que, compte tenu de l'inflation forte, le SMIC a été augmenté 2 fois en 2021, 0,99% au 1er janvier, 2,24% au 1er octobre. En 2022, il a été augmenté 3 fois, 0,86 au 1er janvier, 2,65 au 1er mai, 2,03 au 1er août.
Et puis, il a été augmenté au 1er janvier 2023, 1,81. Il sera sans doute augmenté bien sûr. au 1er mai ou au 1er juin prochain, selon ce que l'INSEE publiera comme évolution de l'indice de prix. Les salaires les plus bas dans les branches professionnelles, eux, ne suivent pas ces augmentations. Évidemment que si. S'ils sont rattrapés par le SMIC, s'ils sont rattrapés par le SMIC. Alors, s'ils sont un petit peu supérieurs au SMIC, ils peuvent être rattrapés par le SMIC. On vit une situation où effectivement il y a un tassement d'éventail des salaires. Il y a un tassement vers le bas. Pardon, mais c'est ce que je veux démontrer. Il y a un tassement vers le bas. C'est une réalité. Je voudrais rebondir, si vous m'y autorisez, sur ce qui a été dit précédemment. Oui. Le groupe d'experts sur le SMIC que j'ai l'honneur de présider s'est penché sur la question de la pauvreté laborieuse. Qui sont les pauvres qui travaillent ? Oui. Qui sont-ils ? Bah oui. Puisque c'est d'eux dont vous parlez. C'est essentiellement des personnes à temps partiel. C'est essentiellement des personnes à temps partiel. Première chose, puisque beaucoup de personnes, 17% des salariés sont à temps partiel, et parmi ces 17% de salariés à temps partiel, il y en a 40%, excusez-moi des chiffres, qui sont à temps partiel contraints, qui voudraient travailler plus, mais qui ne trouvent pas qui le dites-vous, moi, un emploi de la à temps plein, qui ne trouvent pas un emploi à temps plein. La vraie question de la pauvreté au travail, et je renvoie tout le monde au rapport du groupe d'experts qui est en libre accès, c'est les temps partiels contraints. Et ces temps partiels contraints se retrouvent avec une fréquence très forte dans les familles monoparentales, souvent des femmes, mères de plusieurs enfants. Et là, il y a un travail de fond à faire. C'est un travail structurel à faire. Vous voyez, pour sortir ces gens-là d'une situation de temps partiel subie. Et c'est pas l'augmentation du SMIC qui sera la réponse à leur question. Oui, c'est la sortie du temps partiel. C'est ce que nous avons montré dans plusieurs rapports. Alors justement, on va en venir dans la deuxième partie de l'émission sur les solutions, sur ce qu'il faut faire pour augmenter le reste à vivre. Tout simplement, augmenter le reste à vivre. Donc il y a augmentation des salaires, il y a peut-être d'autres pistes à suivre également. 11h23, mais bon, vous parlez du temps partiel. Oui, mais on est sur le marché de l'emploi, ça va bien. Le marché de l'emploi fonctionne bien aujourd'hui en France. Comment se fait-il alors ? Comment se fait-il, et là je me tourne vers Francis Dubrac, comment se fait-il que le temps partiel soit toujours aussi important ? Avec un marché de l'emploi qui est en plein boom. Expliquez-moi. Oui, parce qu'il y a des sociétés qui n'ont pas besoin de gens 8 heures par jour. C'est aussi une explication. Mais en même temps, comme vous le faites remarquer, le marché de l'emploi est tendu actuellement. Et certains salariés en profitent et ils auraient tort de se gêner pour demander des avantages en nature supplémentaires. Aujourd'hui, on voit que les saisonniers demandent des logements. Ils ont raison. Chez moi, on demande des voitures de fonction pour rentrer, en plus du salaire. Donc, tout le monde est en train de se débrouiller. C'est pour ça que moi, je ne veux pas faire de généralité, parce que... pourquoi est-ce qu'il y a tant de temps partiel ? Tant, je ne sais pas quelle est la proportion, mais il n'y a pas tant que ça. C'est parce que... Allez-y, Stéphane Peu. Parce qu'en fait, quand on met le doigt là-dessus, on met le doigt sur la façon dont le gouvernement a essayé de réduire le chômage. Tout le monde peut se féliciter que le chômage soit à la baisse. Parce qu'il baisse. Mais le chômage baisse au profit d'une précarisation massive du salariat. Et du coup, c'est vrai ou faux ça ? Mais c'est complètement faux. La part des CDI dans les embauches augmente depuis 2015. C'est-à-dire le pourcentage de personnes qui sont embauchées en CDI parmi l'ensemble des personnes qui sont embauchées n'arrête pas d'augmenter depuis 2015. On parle d'emploi stable, là. La précarité n'a pas augmenté. Non, je parle des Français qui sont au travail aujourd'hui. La part de Français travaillant de manière précaire, et c'est pas seulement les temps partiels, c'est les CDD, c'est les temps partiels, c'est l'intérim, c'est l'auto-entrepreneuriat. Je vous ai parlé de l'intérim, et des CDD. Leur part diminue dans les embauches. Je veux dire, Stéphane Peu, attendez, Stéphane Peu, terminé. Est-ce que oui ou non, aujourd'hui, il y a un paradoxe qu'il faut bien avoir à l'esprit, enfin on devra au moins se mettre d'accord là-dessus, c'est que le chômage baisse, la pauvreté salariale augmente. Et les inégalités se creusent. Voilà. Ça, c'est un constat.
Bon, et donc, parce que vous avez... D'abord, il y a une répartition de la valeur créée, une répartition entre le capital et le travail qui est de plus en plus inégalitaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la part des dépenses contraintes pour les ménages, elle, n'a cessé d'augmenter. Donc le reste à vivre, ce que vous appeliez tout à l'heure le reste à vivre, lui, baisse. Mais quand, dans ce pays, vous avez un salaire moyen, qui est à 2500 € par mois, moyen. Mais que vous avez le salaire médian, c'est-à-dire que vous avez la moitié des Français qui sont en dessous de 1950 € par mois, vous voyez bien l'écart qui se creuse à travers les rémunérations et les inégalités qui se creusent dans notre pays. Et si les inégalités se creusent à ce point, si on est passé de 10% de gens au SMIC en 2017 à un peu plus de 15% de gens au SMIC aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a une précarisation au sens de la pauvreté du salariat aujourd'hui. Et que dans notre économie actuellement, la répartition de la richesse, la réduction des inégalités n'est pas suffisamment une priorité. Moi, j'ai déposé 2 propositions de loi pour essayer de revaloriser le SMIC et les bas salaires, une autre pour faire une conférence salariale, tout en aidant les TPE, PME, parce que toutes les entreprises ne sont pas à la même enseigne du point de vue des efforts qu'il faut faire et de leur capacité à le faire. Et plutôt que de gaspiller de l'argent dans les aides multiples, notamment le CICE, qui est fait sans aucune condition en matière de salaire, de formation, de recherche et développement, et qui vient grossir les dividendes des entreprises, tant qu'on n'arrêtera pas cette gabegie d'argent public en direction d'entreprises sans contrepartie sociale à tout le moins, eh ben on ira dans le mur. Donc il faut sortir de cette naïveté. Bien. Alors les solutions, parce que on est d'accord, il faut absolument revaloriser les salaires d'une manière ou d'une autre. Quelle solution, comment faire? Tiens, il y a Olivier qui nous appelle. Je le mettrai à l'antenne tout de suite après la pub et nous partirons sur les solutions. Jean-Jacques Bourdin. Il est quelle heure? Il est 11h31. Allez, comment faire pour augmenter, lutter contre la pauvreté au travail? C'est l'un des aspects des choses. Et comment faire pour augmenter les salaires, donc le reste à vivre? Donc le reste à vivre. Je tiens beaucoup au reste à vivre parce que c'est ce qui compte le plus, le reste à vivre, pour chacun d'entre vous et d'entre nous. Olivier. Oui, bonjour. Bonjour Olivier, vous êtes retraité du BTP. Oui. Francis Dubrac va être content. Quelqu'un de bien. J'étais employeur pendant 20 ans. D'accord, ok. Les 20 dernières années. Bon. Donc je comprends le problème pour augmenter les salaires. Hein. Oui. C'est pas évident parce qu'on n'augmente pas que les salaires, on augmente aussi les charges. Oui. Mais je voulais revenir sur un truc parce que j'ai regardé mes vieux bulletins de salaire et je me disais avant je gagnais beaucoup plus. Mais j'ai regardé en 1976, je faisais 196 heures par mois. Oui. Donc le problème il est simple. Tant qu'on faisait 39 heures, on gagnait un peu. Moi, je faisais 48 heures, mais 39 heures, on gagnait bien notre vie. Mais on fait 17 heures de moins par mois. Donc, à 10 €, ça fait 170 € de moins. Donc, pourquoi on ne reviendrait pas à... Au lieu de... Parce que ça va englober deux problèmes. Ça va englober le problème des salaires, du pouvoir d'achat, et le problème des retraites en même temps. Oui. C'est-à-dire que si on repassait à 39 heures, on règle le problème des retraites définitifs. Et on n'a pas besoin d'allonger la durée de cotisation. C'est pérennisé, c'est des milliards d'heures en plus. Je crois qu'à 26 millions de salariés, ça représente 18 milliards d'heures par an. Travailler plus et moins longtemps, quoi. Mais on travaillera plus, moins longtemps, on gagnera plus. Parce qu'on fera plus d'heures, on gagnera plus. Bon. Monsieur Macron, il sera content parce que comme on gagnera plus, on dépensera plus, il récupérera en plus de la TVA. Et je ne comprends pas le système, parce que qui est fautif dans l'histoire? Les socialistes ont baissé de 65 à 60 ans, ils ont baissé de 40 heures à 35 heures. Là, M. Macron, il essaye de reprendre le système des 65 ans, il avait proposé 65, il revient sur 64. Pourquoi il ne réagit pas sur les heures hebdomadaires? Bien, merci Olivier. Alors, oui, Stéphane peut. Oui, non, mais bon, moi j'entends. Enfin, c'est un argument. C'est un argument. Hein. C'est un argument assez connu. Moi, ce que je constate autour de moi, je suis député de la Seine-Saint-Denis. Beaucoup de salariés précarisés. Beaucoup de salariés ubérisés, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est-à-dire c'est des gens, ce n'est plus du salaire, c'est des salariés indépendants avec l'espèce de chimère de la liberté de l'auto-entrepreneuriat.
Et aujourd'hui, il faut travailler 20 heures de plus par semaine pour faire le même salaire qu'il y a 4 ans, pour un chauffeur VTC. Donc, pour faire le même salaire. Parce que vous êtes dans un rapport qui est totalement inégalitaire avec la plateforme qui vous embauche. Bon, que vous avez du travail partiel contraint, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes surfaces, par exemple, n'embauchent plus de caissières en CDI à temps complet. C'est des CDI à temps partiel, contraints, obligatoires, ou parfois vous êtes obligé de travailler un peu le matin, un peu le soir, avec une déstructuration de la vie. Et je peux vous dire que la plupart des personnes que je connaisse ne rechignent pas à travailler plus, parfois à avoir double ou triple emploi pour essayer de s'en sortir. Donc, je pense que si on ne veut pas traiter la question de la répartition de la valeur, d'une égalité de traitement dans ce pays, et qu'on ne passe pas par cette conférence de salaire que doit initier l'État, eh ben, on se racontera des histoires où on fera... selon vous, on aura des propos nostalgiques. L'État doit initier une grande conférence sur les salaires. Bien sûr, il doit prendre l'initiative. Mais il faut que les partenaires sociaux soient d'accord. Syndicats, organisations de salariés, syndicats de salariés, syndicats du patronat. Hein. Moi, je pense que la situation économique est totalement spécifique dans chaque branche, et à l'intérieur de chaque branche, dans chaque entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui auraient les moyens d'augmenter les salaires. Dans certaines branches, ça serait envisageable aussi. C'est là où la négociation doit se faire. C'est là où les syndicats doivent jouer leur rôle. Pas de grande conférence sur les salaires. Encore une fois, pourquoi vouloir faire le boulot que les partenaires sociaux doivent prendre à charge? Pourquoi vouloir charger l'État? Parce qu'ils ne le font pas. Mais attendez, encore une fois, les partenaires sociaux, les syndicats de salariés montrent une vraie capacité de mobilisation en ce moment contre la réforme des retraites. Alors qu'ils se mobilisent pour les salaires? Je veux dire, s'ils défendent l'intérêt des salariés dans les branches et dans les entreprises, c'est à eux de se mobiliser à fond. La situation conjoncturelle leur est complètement favorable. Il y a des difficultés de recrutement dans beaucoup d'activités économiques, qui fait que le rapport de force est vraiment en faveur des salariés. Et je voudrais ajouter une chose. On est un peu... Est-ce qu'ils se trompent de combat en se battant contre la réforme des retraites au lieu de se battre? On est un peu... On est un peu au bout du rouleau. On est un peu au bout du rouleau sur l'intervention de l'État et sur les moyens que l'État a d'intervenir. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez combien, par exemple, un célibataire à temps plein au SMIC reçoit chaque mois comme prime d'activité? Et combien les entreprises du CAC 40 reçoivent d'aide directe de l'État? On pourra en parler. On pourra en parler. Vous voyez, c'est quelque chose d'important, c'est une aide importante que 240 € par mois. Vous voyez, c'est pas négligeable, qui s'ajoute aux aides au logement, qui s'ajoute, etc. Et on est dans quel... Un célibataire n'a pas d'APL. On est dans quel... Un smicard célibataire n'a pas d'APL, oui. Il n'a pas d'APL, mais il peut avoir d'autres formes d'aide au logement. Lesquelles? Un smicard célibataire n'a pas d'aide sociale. Regardez notre rapport, vous allez voir tous les cas de figure, etc. Alors, on aboutit à une situation très paradoxale, où comme l'ensemble de ces aides est dégressif. Évidemment, quand les revenus du travail augmentent, elles diminuent, parce que sinon ça reviendrait très très cher. On est le pays dans lequel la mobilité salariale de tous les pays développés, ça a été montré par l'OCDE, nous publions ça aussi dans notre rapport, les gains de la mobilité salariale sont les plus faibles. Les plus faibles en France que dans tous les autres pays avancés. C'est vrai qu'il y a peu de mobilité salariale. Il y a peu de mobilité salariale parce qu'il y a peu de gains à la mobilité salariale. Il faut retrouver les moyens de rémunérer l'ambition, de rémunérer la formation professionnelle, parce qu'il y a pire qu'être au SMIC. Et d'aider à la mobilité. Il y a pire qu'être au SMIC. Il y a le fait de le rester. Il y a le fait de le rester. Alors, le chef d'entreprise que vous êtes, Francis Hubrac, moi, le problème des salaires, c'est un problème important parce que c'est le cash pour vivre tous les jours. C'est le pouvoir d'achat.
On sait que chaque entreprise va avoir un regard différent en fonction de ses résultats, en fonction de son chiffre d'affaires. Donc, comme le dit monsieur, certainement que les salaires, les augmentations de salaire sont à voir au niveau des partenaires sociaux et à l'échelon national. Et dans les branches professionnelles. Mais il y a quand même un levier extraordinaire qui a plus de 60 ans, qui est l'intéressement inventé par De Gaulle, et qui permet d'amener qui devrait permettre d'amener du cash aux salariés. Aujourd'hui, il faut le placer 7 ans pour le récupérer, sauf si vous passez... c'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui. Et en plus, il est très inégalitaire. On l'a vu, le salarié... il vaut mieux être chez Total, que dans une PME. Oui, ça c'est clair. Donc, ce que je propose, monsieur le député... Il vaut mieux avoir un gros salaire qu'un petit. Voilà, c'est pour ça, monsieur le député... Quoique c'est plafonné, l'intéressement est plafonné dans les grandes entreprises. Je pense qu'il est temps de créer une caisse nationale de l'intéressement où on ira verser l'ensemble des bonis faits par les entreprises dédiés à l'intéressement qui sont distribués à l'ensemble des salariés et le salarié qui est dans la petite boîte touchera quelque chose. Mieux répartir l'intéressement. Mieux répartir les bénéfices des entreprises. Tout à fait. Et le toucher tout de suite. Entre le salarié et l'actionnaire. Moi, mes salariés, Mamadou, c'est là la répartition des richesses, peut-être mieux. Mais Francis, il veut pas d'argent dans 7 ans. Francis Debrac, votre proposition, j'y adhère, mais ça a un nom. Ça s'appelle l'impôt. Non. Non, c'est comme la caisse des congés payés, tout le monde cotise en fonction de ses résultats. Pourquoi est-ce que l'État devrait se mêler de la répartition? Pourquoi est-ce que l'État devrait se mêler de ce que les branches professionnelles et les entreprises avec les salariés? Non, mais le problème, si vous voulez, c'est il y a eu beaucoup de journées de grève depuis le début de l'année sur la question des salaires. Contrairement à ce qui se dit, les syndicats s'en occupent aussi, s'occupent pas que de la mobilisation sur les retraites. On a l'impression qu'ils s'en occupent moins. Oui, mais parce que c'est moins visible, parce que les accords ils se font soit dans les branches, soit dans les entreprises. Et prenez, je vous invite à essayer de regarder tous les accords d'entreprise qui ont été signés depuis le début de l'année entre les partenaires sociaux sur la question uniquement des salaires, et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Bon, la question qui est posée, c'est que d'abord, ça se fait là où il y a des partenaires sociaux, et malheureusement, les lois qui ont été votées ces dernières années, notamment la loi travail, a fait en sorte qu'il y ait de moins en moins de représentation syndicale dans les entreprises. On manque de représentation syndicale dans ce pays. Il y a moins de la suppression de toute une série de structures partenariales dans les entreprises par la loi travail. Il y a peu de salariés syndiqués en plus. Mais cela étant, on peut pas avoir d'un côté l'État. Moi, je vote des lois de finances tous les ans. Enfin, je les vote pas, mais je vote contre, mais je les vote quand même. Des lois de finances tous les ans où je vois les sommes astronomiques, que ce soit la loi de finances de l'État ou la loi de finances de la sécurité sociale, les sommes astronomiques qui sont faites en défiscalisation, en baisse de cotisation, en suppression de cotisation, en baisse d'impôts, en crédit d'impôts pour les entreprises. Et tout ça ça favorise l'emploi. Mais parfois, sans aucune contrepartie. Est-ce que vous considérez normal que le seul domaine dans ce pays où l'État distribue de l'argent public dans des proportions colossales, ce soit le seul secteur où il n'y ait aucune contrepartie en face? En ce moment, il y a une loi où on essaye d'obtenir des gens qui bénéficient du RSA, des contreparties en matière de services et de travail fournis. On exige cette contrepartie aux gens qui sont RSA et on distribue des milliards d'euros aux entreprises et notamment aux grandes entreprises sans exiger en échange le moindre effort pour la nation. Justement, on peut en prendre un peu pour mettre dans une caisse pour en donner aux petits. Oui, c'est pour ça que c'est pas un impôt, c'est une répartition de la solidarité. Mais l'argent qui est donné, c'est l'argent de nos impôts. Ah bah si on le reprend. Ça s'appelle l'impôt. Gilbert, un mot court, puis je voudrais mettre Christophe en ligne avec nous. Juste un point. La France est derrière le Luxembourg, le pays européen dans lequel l'imposition du capital et des revenus du capital est le plus élevé. Voilà, c'est un fait. Il y a donc un rapport qui est fait. Parce que vous mélangez les impôts et les cotisations sociales. Il y a un rapport qui est fait
tous les ans là-dessus. Avec les allègements de cotisations. Vous mélangez deux choses. En prenant en compte les allègements de cotisations sociales. La France est l'un des pays dans lesquels... Attendez. Mais les cotisations, si je peux finir. Mais ce n'est pas de l'impôt. Attendez, si je peux finir. Mais soyez rigoureux. Attendez, des cotisations sociales, ce n'est pas de l'impôt. Attendez, si je peux finir. En prenant en compte les allègements de contributions sociales employeurs, la France est l'un des pays dans lequel le coût du travail horaire est le plus élevé. Mais pas du tout. Regardez les chiffres. Oui, mais bon, je veux dire, on a l'impression que votre discours pourrait être tenu quels que soient les chiffres. Moi, je vous parle des chiffres. Oui, mais alors les chiffres ont leur importance. Oui. Mais vous ça sort. Messieurs. Alors, voilà. Gilbert, peu importe. Sur la participation, moi, j'irai plus loin. Quel était le dispositif qui plaisait beaucoup au général de Gaulle? C'était pas l'intéressement. C'était la participation. Et pourquoi la participation? Pourquoi ça plaisait autant au général de Gaulle? Pourquoi il a tant voulu cette ordonnance en 67? Parce qu'on partage le profit. Parce que l'assiette de la participation, c'est le bénéfice des entreprises, ce qui n'est pas le cas de l'intéressement. Vous le savez comme moi. Et donc, il voulait justement dire, l'entreprise fait des profits, eh bien, ces salariés développons la participation. Développons la participation. 7 ans, c'est tout de suite. Mais pas absolument. Il faut revoir la participation pour lui donner une ambition vraiment. Mais la référence au général de Gaulle montre bien que si l'État en France n'est pas initiateur, eh ben spontanément, ça ne se fait pas. Ça c'est vrai aussi. Et pardonnez-moi, mais depuis de Gaulle, on n'a pas beaucoup avancé. Non, mais pourquoi on n'a pas beaucoup avancé? Pourquoi dans ce domaine-là, il est légitime que l'État intervienne? Nous sommes, de tous les pays développés, celui dans lequel le nombre moyen de jours perdus pour grève et arrêt collectif de travail est le plus élevé sur les 2 dernières décennies. Il faut favoriser la paix sociale. Il faut réduire cette conflictualité. Favoriser la paix sociale et développer le syndicalisme. Et développer le syndicalisme. Et contrairement à ce que dit monsieur, les lois travail ont été des lois qui ont donné les clés du camion aux partenaires sociaux et aux syndicats de salariés. C'est marrant. Allez, vous êtes le seul. Eux, ils disent le contraire. Midi moins le quart, Christophe est avec nous dans un instant et nous finissons ce débat. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h48. Alors, témoignage, ça se multiplie très vite parce qu'on a peu de temps. Malheureusement, Christophe est à Montpellier. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Jacques. Ça va Christophe? Ça fait très plaisir parce qu'on s'était très souvent sur notre radio. Ah, sur une autre radio qui s'appelait RMC, Christophe. Par exemple. Allez-y Christophe. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je veux dire qu'en fait, on n'a pas les moyens. On est endetté à hauteur de 3 000 milliards. Oui. Ce qui fait faire des économies. Donc c'est baisser les charges, on ne peut pas augmenter les salaires. Et ensuite, il faut arrêter de faire des cadeaux d'assistanat. Je fais bien la différence entre l'assistanat et le social. Il faut faire un choix entre les intercommunalités ou les mairies, entre le département et la région. Arrêter de donner de l'argent aux grosses entreprises. On est obligé de passer par l'économie. Des économies, ça, vous avez assez raison. L'État et les collectivités pourraient en faire. Enfin bon. Et l'État pourrait en faire encore, oui. C'est la seule solution. Baisser les charges. Et j'écoutais l'intéressement. La plus grande entreprise de France, c'est l'artisanat. Vous ne pourrez pas demander de l'intéressement à l'artisanat. Donc, il y aura une participation, ce qui ne serait pas tout à fait pareil. Est-ce qu'on peut demander une participation à l'artisanat? Très vite, tour de table. Christophe se lève. Stéphane Peu, possible? Il fut un temps où ça se faisait davantage. Hein. Moi, j'ai connu, je ne vais pas vous raconter ma vie personnelle, mais ma femme, elle est salariée dans un salon de coiffure. Oui. Ça va faire maintenant un certain nombre d'années. Oui. Il fut un temps où, quand elle travaillait dans les salons parisiens, et d'ailleurs c'était un moyen de changer de salon, il y avait le salaire et il y avait la participation. Je peux vous dire, aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. C'est possible? Évidemment qu'il faut étendre la participation. Alors, il faut l'adapter. Même chez un artisan, c'est possible? Absolument. Mais le mode de calcul, le mode de calcul doit évidemment être adapté aux petites entreprises. Ça peut pas être la même formule. Ça peut pas être la même formule. Mais il faut créer une communauté d'intérêt entre l'entreprise, ses salariés et chefs d'entreprise. Et la participation s'y prête particulièrement. Christophe, merci. Mon cher Christophe, merci. Alors, je vais prendre Philippe, qui est à Narbonne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous dites? Écoutez, moi je voulais juste interpeller la personne qui disait qu'on avait des primes d'activité à 270 € par mois. 40. 240. 240. Écoutez, moi j'ai 52 ans.
J'ai fait une reconversion professionnelle dans l'agriculture, enfin dans la viticulture. Je gagne 11,92 de l'heure et je touche 87 € de prime d'activité. Alors s'il peut m'envoyer un dossier que je puisse demander cet argent, il n'y a aucun problème. Donc vous touchez 1 600 € par mois. Oui. Et vous touchez 87 € de prime d'activité. Moi, je parle d'une personne qui est à temps plein au SMIC. Célibataire à temps plein au SMIC. Ah oui. Voilà, ça diminue après quand on est au-dessus du SMIC, c'est vrai. C'est vrai, et puis d'ailleurs, quand on a un salaire élevé, il n'y en a plus. Donc peut-être que j'ai meilleur temps, peut-être, je vais dire d'arrêter mon travail, de travailler au SMIC pour toucher les aides d'État. Ah, c'était aussi un autre débat. C'est effectivement ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que la France, quand on se compare à tous les autres pays, et je vous renvoie au rapport du groupe d'experts sur le SMIC, la France est le pays dans lequel l'augmentation de salaire, quand quelqu'un démarre au SMIC, rapporte le moins en termes de revenus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dégressivité, il y a une baisse des prestations. Est-ce que les salaires augmentent plus dans les autres pays d'Europe qu'en France ? Plus vite ? Ah ben moi je vois une chose, je peux prendre l'exemple d'un grand voisin, l'Allemagne. Oui. Vous avez vu les conflits... Il y a une forte précarité en Allemagne. Non, vous avez vu les conflits qui ont été engagés dans plusieurs secteurs, et comme le patronat en Allemagne a lâché dans les services, dans la métallurgie. Ils ont lâché de grosses augmentations. Il y a une forte mobilisation et les partenaires sociaux se sont entendus, mais les syndicats de salariés se sont augmentés. Mais en Allemagne, les syndicats sont beaucoup plus puissants qu'en France. Ils se mobilisent dans certaines branches. Ils se mobilisent aussi pour certaines choses. Vous savez que la mobilisation contre une réforme comme celle des retraites ne serait pas possible en Allemagne. Ça serait inconstitutionnel. Puisque ça, c'est du ressort des partis politiques et du Parlement. Par contre, les syndicats se mobilisent fortement pour les salaires et pour l'emploi. Soyons la France, soyons fiers d'être français. Mais en tout cas, moi, je suis... franchement, ce qui me frappe un peu dans le débat, notamment dans ce que vous dites, c'est dans le monde qui soutient encore le président de la République ou sa politique, c'est cette cécité sur un problème majeur. Moi, ma première proposition de loi sur la question des salaires date de 2018. J'en ai refait une autre en 2019, une autre en 2020. C'est un sujet qui est lancinant. Il était au cœur du mouvement des Gilets jaunes, celui de la répartition de la richesse et de la valorisation du travail. On ne peut pas dire valeur travail. On aime le travail et ne pas rémunérer le travail et ne pas aimer les travailleurs. Donc, à un moment donné, il faut que dans ce pays, on arrête de nous expliquer et de nous comparer ou de nous faire des mauvaises comparaisons. Il y a aujourd'hui une politique de l'offre qui a été privilégiée maintenant depuis plusieurs années, qui fait que il y a des aides publiques en direction des entreprises sans condition et des salariés qui sont de plus en plus précarisés et paupérisés. Donc une réflexion nationale. On va tout droit vers une explosion sociale dans notre pays. Ce ne sera pas faute de vous avoir alerté. Et plus importante que celle concernant les retraites. Une réflexion nationale autour d'une politique salariale. Ce serait peut-être pas mal. Est-ce que vous me permettez de faire un rappel historique ? Très vite. Vous savez, c'est un gouvernement de gauche, le gouvernement de Pierre Mauroy, avec des communistes qui faisaient partie du gouvernement, qui, en 1983, a interdit l'indexation des salaires sur les prix. L'indexation des salaires sur l'inflation a été interdite par la loi à l'initiative du gouvernement Mauroy, dans lequel il y avait des représentants communistes. Pour quelle raison ça a été interdit par ce gouvernement ? Parce qu'on allait dans le mur. Oui. On allait dans le mur. La France allait dans le mur. Oui, mais c'est avec ça la solution. Avec beaucoup de pauvreté, avec beaucoup de... personne n'a avancé cette idée. Mais est-ce que vous pouvez dire, excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que la fameuse boucle salaire-inflation, enfin prix-salaire, aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans notre pays sur l'inflation? On peut pas le dire. Je vais prendre on peut pas l'exclure. Je vais juste vous prendre le secteur agroalimentaire. On a dit tout à l'heure que l'alimentation, c'est le premier poste des ménages qui subit l'inflation. Jamais les profits du secteur agroalimentaire ont été aussi élevés. Et jamais les salaires dans le secteur agroalimentaire, il y a des secteurs où les salaires sont les plus bas. Surtout des grandes entreprises de l'agroalimentaire. De l'agroalimentaire. Et donc vous voyez bien que c'est pas la spirale salaire-prix ou prix-salaire, c'est la spirale profit-prix qui est en train de peser actuellement sur l'inflation sur les produits alimentaires. Bien, merci messieurs. C'est un débat passionnant qui n'est pas
clos. C'est le moins qu'on puisse, ça va. Croyez-moi, on n'est pas prêt. On va y revenir. Les salaires, préoccupation majeure. Hein. Le revenu, encore une fois, le reste à vivre. Il est 11h56. Merci, vous êtes sur Sud Radio.